Durant les quelques prochaines minutes, on va prendre le temps de méditer collectivement. Et peut-être pour nous diriger au départ, une visualisation qui nous montre comment tout est une question de perspective. Si on imagine que sur l'écran de notre esprit, on peut visualiser une fleur, comme si on était vraiment à quelques centimètres de la fleur. Imaginez une fleur qu'on regarde de très très près, qu'on puisse voir tous les détails sur chacune des pétales de la fleur. Essayez de visualiser la fleur le plus près possible. Comme si on était véritablement collé à la fleur. On pourrait même en sentir le parfum, voir la couleur très très clairement. Et qu'est-ce qui se passe si jamais on faisait un pas en arrière et qu'on découvre qu'en fait la fleur appartient à toute une jardinière à l'extérieur, peut-être sur le bord d'une fenêtre, et qu'en fait la fleur n'est pas seule, il y en a d'autres, qu'il y a une multitude de fleurs. Et si on recule encore, on peut voir que peut-être on est face à une maison, à la campagne. Et devant chaque fenêtre, il y a une jardinière avec encore d'autres fleurs. Toutes sortes de fleurs, des couleurs différentes. Et si je me recule encore un petit peu, je vois que devant la maison, il y a un grand jardin avec de grands rosiers, avec des massifs de fleurs un peu partout. Si je me recule encore, je vois que non seulement la maison est entourée d'un jardin de fleurs, mais que tout autour, il y a des champs de fleurs, de coquelicots, des tournesols. Et si je me recule encore, je vois que tout autour, il y a des grands espaces, des montagnes au loin. Et je peux imaginer que partout, il y a quelque part des fleurs un peu partout. Mais là, je peux voir l'ensemble. Et même la maison devient lointaine. Sans distinguer véritablement les fleurs, je vois juste les couleurs. Et je m'éloigne. Et en m'éloignant davantage, je deviens peut-être plus conscient de moi-même, de ma présence, et tout le paysage devient lointain. C'est un peu le sentiment qu'on a à chaque fois qu'on s'intériorise.
prend une distance par rapport à toute chose, par rapport aux événements de la journée, par rapport aux gens qui sont dans notre vie. On prend juste une distance. De mieux voir le contexte dans lequel chaque chose se produit. Et en ayant un portrait plus large, je peux en même temps me voir moi-même. Comment est-ce que j'ai envie d'interagir avec ces scènes, avec ces gens qui m'entourent? Et si je devais me rapprocher à nouveau, peut-être que je ne verrais plus les choses de la même façon. Je pourrais retourner voir ma fleur, mais tout en sachant qu'il y en a tellement tout autour. Alors quand j'entre dans cette expérience de silence, que je m'intériorise, je peux tout voir différemment. Je ne suis plus engagé, mais je suis observateur. J'observe. Je regarde. Et je profite de cette distance pour mieux comprendre, pour apprécier. Et pour mieux savoir comment me réengager par la suite. Et quand je deviens observateur, je vois que chacun joue son rôle. Que tout le monde est en fait un acteur sur une immense pièce de théâtre. Que les scènes se succèdent sans arrêt, l'une après l'autre. Et toute cette grande pièce de théâtre se déroule devant mes yeux, et je l'observe. Et je me dis que c'est une pièce de théâtre magnifique, illimitée. Qu'elle a une dimension infinie. Et j'apprécie combien toutes ces scènes sont reliées les unes aux autres. Une personne entre en contact avec une autre, qui entre en contact avec une autre. Je peux voir l'effet domino.
immense pièce de théâtre dans laquelle chacun joue son rôle. Et moi, quel est mon rôle dans la pièce de théâtre? Alors je garde une certaine distance et je me refais des forces. Je vois dans le silence, dans ce pouvoir de rester un observateur, un moment précieux, un moment qui me redonne une paix intérieure. La sagesse du silence. Et je me dis que quand je retourne dans la pièce de théâtre, j'essaie de faire en sorte que mon rôle soit le meilleur. Que je puisse apporter dans chaque scène un moment de bonheur, ou l'expression d'un courage, ou peut-être simplement un regard de bienveillance. Parfois l'innocence de l'enfant et parfois l'assurance du maître. Parfois c'est à moi de diriger la scène, de jouer le rôle d'acteur principal, alors qu'à d'autres moments, j'obéis à la scène, je suis, et je joue mon rôle. Mais régulièrement, je reviens comme un observateur. Je m'éloigne. Je prends mes distances. Et je replonge dans le silence. Entendre la sagesse du silence. Alors, bienvenue à toutes et à tous, content de vous retrouver. J'ai pas fait exprès, mais on a parlé de fleurs, et c'est le printemps. J'y ai pensé à la fin, j'ai dit j'ai tout raté, c'était le printemps, c'est pour ça que ça m'est arrivé dans la tête. Je sais que c'est de l'optimisme extrême quand on regarde dehors, et que les fleurs ne seront pas là quand vous sortirez, malheureusement. Je les ai vraiment créées dans la tête, mais j'aimerais qu'elles soient là quand on sorte et qu'elles nous attendent, mais il faudra vraiment un autre regard pour les voir. Alors justement, on va parler de cette capacité de voir différemment. Ce serait génial si on pouvait simplement avoir plusieurs petits boutons, là, puis on
Tu sais, on fait juste un petit bouton, puis là, on voit la vie en rose. Et tout va bien. Comment ils disent tout va bien, Madame la Duchesse? Madame la Marquise, Madame la Marquise. Ah, regarde, quand même, une marquise. Imaginez qu'on puisse tout à coup, là, juste avec une petite switch, tu regardes un problème, tu dis c'est un problème, attends, switch. Ah, solution, très bien. Est-ce que ce serait aussi simple que ça, qu'un problème soit en fait une solution déguisée? Et notre seul problème, le vrai, c'est qu'on voit le problème et pas la solution. Parce que c'est un peu ça, les labyrinthes, il y a une façon de se rendre au milieu. Ben, si on ne la voit pas, on peut se perdre longtemps. Moi, je me suis amusé cet après-midi. Depuis quelques temps, j'ai une belle relation avec mon GPS. J'aime beaucoup Google. Allô Google? Google. Google. Et là, j'allais voir les morts cet après-midi. Ce matin, je devais aller voir des morts au cimetière. Et dans le cimetière, ben, la maison, le bureau, il est un peu dans le milieu du cimetière. Et là, je me suis dit, mon GPS me disait, ben, c'est par là, c'est par là. Tiens, pour une fois, moi, c'est pas le chemin que j'aurais pris, mais je dis, allez, je fais confiance à mon GPS. Puis il m'amène dans le cimetière. Puis là, je dis, là, il va se perdre, parce qu'il y a beaucoup de chemins. Puis c'était toujours, prenez à gauche, prenez à droite, prenez à gauche. Non, tellement il a perdu le nord, ce GPS. Puis évidemment, il m'a amené devant un beau banc de neige. Puis à un moment donné, il tournait à gauche. Je dis, ben là, il y a un banc de neige à gauche. Et puis la route, elle n'a pas été déneigée. Donc je ne peux pas aller par là. Et je trouvais ça vraiment sympathique de me dire, tu vois, tu as fait confiance à ton GPS. D'habitude, ça marche très bien. Mais là, il s'est complètement perdu. Et évidemment, quand tu as un rendez-vous, puis là que tu te dis, non seulement il s'est perdu, mais il m'a perdu. Parce qu'après, il faut faire le chemin inverse. Puis comment tu peux dire à ton GPS, tu t'es complètement trompé, peux-tu faire marche arrière? Il n'y a plus de marche arrière. Puis ceux qui connaissent le cimetière Côte-des-Neiges et Mont-Royal, ben, c'est un labyrinthe, ce truc. Puis là, tu es là en voiture, tu te dis, ben, coudonc, mais où est-ce qu'il est, ce bureau? Le GPS est devenu tout fou. Alors là, c'est ma ligne bleue sur le GPS, c'est un spaghetti à gauche, à droite. Je l'ai fermé en disant, j'étais mort de rire. Enfin, mort de rire. Dans le cimetière. C'est un bon endroit. C'est le meilleur endroit pour être mort de rire. Dans le cimetière. Incapable de me retrouver. Et ce qui m'a sauvé, c'était, devinez-le, un grand ange en or que j'ai vu au loin. Je dis, ah, je le connais lui. Je sais où il est. Et je me suis guidé en suivant un ange. Puis j'ai trouvé ça tellement beau, cette symbolique de dire, oublie ton GPS, cherche l'ange en or, puis suis-le. Et là, je me suis retrouvé à gauche, à droite, à gauche, à droite. Devant l'ange, j'ai dit, à partir de là, je sais comment retourner à la petite maison du bureau. Mais tout ça pour illustrer un peu la notion que j'aurais pu monter sur un drone, puis avoir une vue aérienne, j'aurais tout de suite vu comment me rendre. Mais coincé sur la route, ben là, tu cherches, tu tournes à gauche, à droite. Puis si tu suis en plus le mauvais, ou un GPS qui n'est pas à jour ou whatever, c'est compliqué. Imaginez maintenant qu'on vive dans un réseau souterrain. À Montréal, on en a un. Donc, imaginez qu'on vive tout le temps sous terre. Des années sous terre. Enfin, je ne préfère pas l'imaginer, mais quelle serait notre compréhension de la ville? Quelle serait notre compréhension de l'humanité si on était élevé dans un souterrain? Et le jour où on sort, pour la première fois de notre vie, grosse surprise. Hein? Et la différence entre être dans un réseau souterrain, un métro, puis monter sur un édifice de 50 étages, puis de voir toute la ville. Se dire, waouh! Moi, j'adore ça quand on arrive en avion. Ceux qui prennent l'avion, là, quand on arrive, il faut toujours s'asseoir sur les sièges A. Quand on arrive à Montréal, puis on a toujours la vue, puis pas près de l'aile. Puis moi, j'adore être après le siège numéro 30 en général, ou avant le 15. Ça marche bien. Et là, tu as vraiment la vue, tu vois tout Montréal. Et moi, je vois le parc Jarry, puis je vois les terrains de tennis. J'arrive pas à voir qui joue, mais je sais que tu vois les terrains de tennis, tu vois le jet d'eau du parc Jarry, c'est magnifique. Je vois le drapeau. Il faut être vite pour voir. Mais on voit le drapeau qui est sur le toit. Perspective du ciel.
Imaginez si on avait une vue globale de tout ça. Alors, tout ça pour une introduction sur la notion de quelle est notre perspective, qu'est-ce qu'on voit. Et on peut voir qu'il y a une différence physique entre voir et ne pas voir. Si on est dans l'obscurité puis qu'on rentre dans les meubles, on allume la lumière, on voit, on évite les meubles. Mais une obscurité mentale, t'allumes quoi comme lumière? Pour être capable d'éviter de se confronter à des situations désagréables. Est-ce qu'il y a juste une question de lumière qui permettrait de changer complètement notre perspective? Et moi, j'ai eu une expérience très forte de méditation au tout début. Et au départ, quand j'apprenais la méditation, je me plaignais toujours que je ressentais pas grand-chose. Tu sais, moi, c'était très cérébral, puis je réfléchissais, je me concentrais beaucoup. Puis il se passait vraiment pas grand-chose. Et donc, elle essayait tous les moyens, c'est qui m'enseignait de me dire, détends-toi, parle à Dieu. Ça, je savais plus trop quoi dire. Tu sais, je sais pas. Commence à fumer, peut-être. Non, je sais pas. Mais j'avais vraiment du mal à ressentir. Puis une fois, sans le chercher, je méditais, puis tout à coup, là, ça a commencé à décoller. Et j'ai vraiment eu le feeling, tout à coup, que tout devenait lumineux. Je l'ai déjà décrit, mais c'est comme si j'avais eu le sentiment que mon cœur allait exploser. Et j'ai été vraiment envahi par un bonheur, mais exceptionnel, que j'avais jamais ressenti de ma vie. Puis plein de pensées m'arrivaient, du genre... tiens, c'est exactement comme ça dont je me souviens. Je me souviens exactement de cette expérience, comme si je l'avais eu dans d'autres vies ou dans une autre forme, en me disant c'est exactement ça que je veux. Et ce niveau de bonheur, je vous assure, j'en avais consommé des produits euphorisants, incomparables, et cette qualité de bonheur faisait en sorte, j'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Je me disais, mais je ne vais pas pouvoir contenir, c'est trop gros ce bonheur. Et j'avais une expérience de lumière beaucoup. C'était vraiment blanc, lumineux. Mon corps était devenu de lumière, ma tête était ouverte. Tu sais, c'est comme si on m'avait, avec un ouvre-conserve, là, tchic, ouvert ça, c'était waouh, comme ça. Et à un moment donné, j'ai éclaté de rire. J'ai brisé malheureusement l'expérience. J'ai eu un fou rire. J'ai rigolé. Puis la fille qui était là en méditation, elle rigolait pas du tout. Puis elle m'a regardé disant, ça y est, il vient de... Il a été trop loin. Il fallait pas méditer si longtemps. Et j'étais vraiment heureux. Puis c'était comme, waouh, comme ça. Et ma seule façon de décrire ce qui m'était arrivé, c'était de dire pendant des mois, je me souviens, je disais à tout le monde, mais j'ai vraiment le sentiment d'avoir vu pendant toute ma vie du 2D, que je vivais sur du plat. Tu sais, puis je comprenais la photo, tu comprends, t'as un édifice, t'as une rue, oui. Puis un jour, ça va poup, puis c'est devenu du 3D. Puis là, wow, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Et j'ai vraiment décrit l'expérience comme étant le passage du 2D au 3D. Puis je me dis, mais toute ma vie, j'ai vécu, tu sais, avec du plat, pratiquement noir et blanc, puis un jour, c'est devenu 3D en couleur. C'est extrême comme différence. Et toutes mes références ont changé. Mon expérience ou ma compréhension de ma capacité de me dire, hey, peut-être je suis capable d'être meilleur, d'être toujours mieux, d'être plus heureux, d'être plus paisible, etc. Ma vision des autres, tout à coup, a changé. De me dire, écoute, arrête de te battre, là. Accepte tout le monde, aime tout le monde, arrête, baisse les bras, rends les armes. Il y a autre chose à vivre. Puis ça coûte toute la vie, enfin, etc., etc. Et pour moi, ça illustre vraiment la notion de comment la méditation, et plus que la méditation, permet éventuellement, à un moment donné, un changement complet de perspective. Alors, le thème voulant qu'on réfléchisse un peu au processus de méditation aussi. Une fois par mois, on essaye dans les mercredis de se concentrer sur la pratique de méditation pour qu'on se motive tous à mieux méditer et avoir des plus belles expériences de méditation. Et dans cette perspective, je dirais qu'il y a le premier aspect qu'on va développer en méditation, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer avec le zoom out, qui est en fait une capacité de se distancer des événements, des gens. Et la distanciation, elle est vraiment
c'est un exercice de l'esprit, ce qu'on appelle le détachement, prendre du recul, devenir détaché. Êtes-vous tous capables de vous détacher? Êtes-vous collé? En France, on est scotché, on est complètement scotché, collé à une situation. Est-ce qu'on a le nez collé à une situation? Est-ce qu'on est capable de prendre une distance? Et en méditation, l'approche qu'on va développer, c'est de se pratiquer en se détachant au départ de notre corps physique. D'essayer de ressentir qu'est-ce que ça donne si j'observe mon corps et je sens une distanciation par rapport au corps physique. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est le premier niveau de détachement. Alors, on a la compréhension que l'âme est distincte du corps, que le corps existe, le corps est physique, et l'âme est une entité vivante dans le corps. Puis que quand elles sont ensemble, ben c'est génial. Puis quand elles se séparent, en général, ça va mal. Parce que il y a toujours un des deux qui survit, mais pas l'autre. Alors ça, c'est triste. Et l'âme, en général, s'en sort pas trop mal. Elle hurle un petit peu en sortant parce qu'elle est tellement coincée qu'elle a très peur de ce qui va se passer. Puis quand elle sort du corps, elle se dit « Ah bon, finalement, c'était pas... J'ai eu peur, mais c'était pas si mauvais que ça. » Mais le corps, lui, il n'aime pas du tout. Alors quand il perd son âme, ben là, il tombe par terre, puis ben bye bye. Hein, c'est ce qu'on appelle le décès. Il est décédé. Bon, je dédramatise un peu, hein, mais faut regarder ça avec détachement. Hein, quand quelqu'un tombe, on dit « Ah, il est mort. Ah bah tiens, c'est drôle ça. » Non, je plaisante. Mais il y a une distanciation possible par rapport à ça. Alors nous, ce qu'on va essayer de ressentir, c'est être une âme dans un corps. Et honnêtement, de jouer avec cette perspective pour dire, essayez d'imaginer que vous êtes un peu détaché du corps. Alors, par exemple, un exercice de méditation qu'on fait faire aux débutants, mais on est tous débutants, et là, vous allez jouer avec moi. Donc c'est un exercice, on s'entend, n'ayez crainte, personne ne va vraiment sortir du corps. Puis si vous tombez, c'est pas grave, hein? On va vous secouer un peu, puis ça va rentrer dedans, puis on s'organise, on appelle, on invoque, il y a des vaudous, on va s'organiser pour ramener l'âme de force. Maintenant, on va faire un exercice. Alors, imaginez, vous êtes assis confortablement, et là, vous concentrez toutes vos pensées au centre du front. Vous gardez les yeux ouverts, hein? Gardez les yeux ouverts. Vous êtes au centre du front, puis imaginez qu'il y a une petite lumière au centre du front. Donc, on allume la lumière, il y a une switch, tu fais switch on, une lumière au centre du front. Puis là, on va jouer à la trampoline. Et là, l'âme, elle va s'exercer à sauter un petit peu pour essayer de sortir de son lieu qui est le centre du front. Et là, vous allez faire un grand bond et vous allez vous retrouver sur la tête. Alors, on y va, tu sors. Puis là, tu es sur ta tête, mais là, tu es dans les cheveux. Pour ceux qui en ont, là, tout le monde en a. OK, on est dans les cheveux. Là, tu n'es pas un pou, là, tu es une âme, une petite lumière qui se promène sur la tête. C'est un exercice, vous avez le droit de rire. Tu es sur la tête, tu es un petit point de lumière, puis tu te promènes, puis tu as plein de cheveux, tu es dans une forêt de cheveux. Bon, c'est pas super génial, hein, on s'entend. On va pas rester là. Allez, on revient au centre du front. T'imagines l'âme, elle revient au centre du front, puis OK, là, on va aller sauter un petit peu plus haut. Donc là, vous prenez un bon élan, puis là, l'âme va se projeter au-delà de la tête, puis là, on monte dans la salle, puis on est tous au plafond. Ça, c'est génial. Et là, vous imaginez plein de petites pointes de lumière au plafond, puis là, on regarde en bas, et là, on voit la tête de tout le monde, puis on se voit vu du plafond. Et on imagine qu'on voit la salle à partir du plafond. On se dit, hey, c'est mieux que les cheveux. Donc là, on imagine qu'on revient au centre du front. Puis là, on a compris là, le concept. Là, on est solide, petite pointe de lumière, comme une étoile au centre du front. Puis là, on dit, là, on va sauter beaucoup plus haut. Puis là, on va aller jusqu'au toit. Et là, imagine qu'on fait 1, 2, 3, toutes les âmes partent. Et là, on se projette complètement sur le toit de l'édifice. Et là, c'est autre chose. Là, c'est la nuit. On voit un peu à l'horizon, les autres toits. Il y a le drapeau qui flotte. Puis on n'est pas tout seul. On se voit toutes les unes les autres. On est tout un petit groupe d'étoiles. Tout un groupe de petites lumières.
sur le toit. On se voit? Ça, c'est génial. Là, il fait nuit, on sent pas le froid. Puis on est à l'extérieur. On est tout ensemble, on reste ensemble. On veut pas se perdre, on va tout ensemble parce que c'était collectif. Puis là, on se dit, OK, maintenant, on peut aller plus haut encore. OK, on revient dans le centre du front. On revient dans ça, OK, là, c'est bon, mais là, il faut partir vraiment plus haut. Donc là, ça va prendre un très gros effort. Puis là, il faut pousser vraiment plus fort. Vous êtes prêts? Et là, on part, toutes les âmes, on part très loin, et là, on monte, passe plus haut que le toit, on part dans le ciel, puis là, wow, on voit toute la ville de Montréal. Là, on est complètement dans le ciel, hauteur d'avion. Là, on voit toute la ville de Montréal illuminée, le Mont-Royal, le fleuve. Et là, on voit une vue complètement élargie dans la nuit. Et on revient encore au centre du front. Puis on va rester là un petit moment encore. Puis on pourrait continuer comme ça. Puis si vous faites cet exercice sérieusement, non, je joue un petit peu, là, mais le faire vraiment, plus régulièrement, c'est assez incroyable ce qu'on arrive à faire visuellement. Il y en a un autre qui vise des fois à dire à chacun, OK, on va retourner dans une pièce de notre maison, appartement, là où on habite. De se projeter dans un autre lieu que vous connaissez. C'est assez incroyable ce qu'on arrive à faire. Marcher dans une pièce, vous déplacer, là vous êtes juste une pointe de lumière, déplacer dans une pièce pour regarder le réveil, la plante, peu importe ce que vous avez chez vous, la table, quelque chose. L'esprit a un pouvoir très fort qu'on pourrait exercer comme ça, se détacher. Mais combien de fois vous faites ça par jour? Jamais. Les seuls moments où on le fait, c'est dans les rêves. C'est dans le rêve, tu n'es plus dans ton lit. T'es plate. Si dans ton rêve, tu te vois dans ton lit couché toute la nuit, ben, c'est plate comme rêve. T'es coincé, là. T'es vraiment coincé. Il faut pousser un peu, puis hey, décolle, là. T'as raté. T'es pas dans le bon film. Mais le rêve, c'est un peu ça. Le rêve, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans le rêve? L'âme vit une autre réalité. Puis ceux qui ont des rêves très présents, moi, l'autre jour, j'ai eu un rêve dans lequel il y avait vraiment des odeurs. Et je suis revenu dans mon lit. Ben oui, je suis revenu dans mon lit. C'est là que j'étais. Et quand je suis revenu conscient, je me disais, je sais qu'il y a des odeurs, mais là, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment senti. J'étais très content de revenir avec des odeurs imprégnées de mon rêve. Les rêves, c'est fabuleux. Pourtant, si quelqu'un nous filme, le corps, il est dans le lit, mais l'âme a ressenti une réalité très différente. Puis quand on rêve, on est convaincu que c'est la réalité. Si tu as un lion qui te court après dans ton rêve, tu as peur. Alors, ceux qui rêvent, vous savez que c'est fascinant le rêve. Pourtant, c'est l'âme qui vit une autre réalité qui n'existe pas vraiment physiquement dans la chambre. Mais le détail des fois de cette réalité, elle est incroyable. Donc, ça fait dire à des gens, il y a tout un mouvement, une branche hindouiste, qui en fait prône le fait que rien n'est réel. Et il y en a qui pensent que même tout ça, là, c'est toute une imagination collective. Puis qu'à un moment donné, l'âme va sortir de cette réalité exactement comme elle sort d'un rêve, puis elle va rigoler en disant « Hey, c'était flyé ce truc-là, j'étais à planète Terre, puis wow, on avait 2 jambes, écoute, c'était des longs trucs comme ça, puis tu fais ça avec, puis t'as des dents, là, c'est tout bizarre, des bouts d'os qui sortent de là, puis tu enlèves ta lèvre, puis tout le monde voit tes dents, puis tout le monde trouve ça super. » Tu sais, vu d'une autre perspective, peut-être ça va être très spécial, ça. Imaginez que votre vraie réalité, en fait, vous avez 18 têtes, elles sont toutes jaunes, vertes, rouges, puis des antennes. Ça paraîtrait comme une horreur, ce truc-là. Toute une question de perspective. Je provoque, je fais juste extrapoler. Ils commencent à s'inquiéter. Ceux qui sont en ligne, vous êtes encore là ou vous avez déjà switché? Ils sont en train de se dire, coudonc, c'est-tu Netflix, ce truc? On est rendu où? J'essaie juste de dire, c'est quoi notre réalité? C'est quoi notre perspective? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on croit être vrai? À quoi est-ce qu'on donne du pouvoir? Il y en a qui sont médiums, qui perçoivent d'autres réalités,
qui sont assez dérangeantes des fois, et qui peuvent dire, tiens, j'ai été chez toi, j'ai vu ta maison, puis t'as un chat avec une seule oreille. Hein. Je dis, ah ouais, comment tu sais ça? Ça existe des médiums qui font ça. Comment on explique tout ça? Alors l'âme, elle est distincte, elle n'est pas le corps. Et l'âme peut ressentir, vivre, percevoir des choses qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas dans notre réalité. Et la raison pour laquelle j'aborde ça, c'est parce que la méditation, c'est un exercice au départ qui vise à permettre à l'âme de voir les choses un petit peu différemment, de se voir différemment, de faire ce détachement par rapport au corps et de voir mieux quelle est la vraie proportion du réel physique et le réel mental. Et je vous inviterai à essayer des choses. Amusez-vous un peu à faire ça discrètement à la maison. Si vous avez des conjointes qui ne sont pas familiers, enfermez-vous dans les toilettes, puis vous faites ça tout seul. Du genre, une expérience qu'on propose vraiment aux gens de faire. Regardez-vous dans le miroir, osez le faire, ok? Puis regardez-vous dans le miroir, les yeux ouverts bien sûr, puis vous regardez au centre du front, puis donnez-vous ce qu'on appelle le drishti, un long drishti, tout ça dans le miroir, vous regardez, puis vous vous dites, t'es qui toi? T'es où toi? Hey, toi qui penses là-dedans, là, tu viens d'où? Qui t'es là-dedans? Puis essayez de sentir que votre corps, là, c'est un gros moton de chair puis d'os, puis c'est magnifique. Mais c'est juste un corps physique. Et vous regardez dans les yeux, dans le troisième œil, puis vous dites, au-delà de tout ça, qui est en train de penser là? Et je suis quoi, moi, cet être qui est dans le corps? Puis laissez vos yeux devenir un peu reposés, puis essayez de voir le détachement par rapport au corps. Vous continuez à regarder le reflet du corps dans le miroir, puis vous essayez de vous distancer de ça, puis devenir juste plus conscient de votre pensée, parce que le corps, il ne va pas bouger. C'était vraiment un exercice assez particulier à faire, parce que ça nous provoque dans la distanciation du corps. Parce que d'habitude, quand on se voit dans le miroir, qu'est-ce qu'on fait? On se colle au corps. T'sais, on regarde le détail, le truc, on est collé au corps. T'sais. Sinon, on ne se regarde pas dans le miroir. Des fois, on se fait peur dans le miroir. Moi, je passais devant une fenêtre tout à l'heure d'un bureau qui était le miroir. Je dis, ah, c'est moi. Bon, on continue. C'est un autre sujet. Il y a un autre exercice qui est intéressant à faire, que vous allez vraiment croire que je suis fou ce soir, mais c'est pas grave, je me soigne. Quand vous mangez tout seul, j'explique bien, tout seul, tranquille à la maison, essayez juste cet exercice. Moi, j'adore faire ça de temps en temps. Tu te détaches complètement du corps comme si c'était une marionnette. Et là, tu te dis, OK, là, je vais nourrir le corps. Alors là, tu dis, main, va chercher nourriture. Et là, main, OK, elle va chercher nourriture. OK, mets dans la bouche, s'il te plaît. OK, ça part. Puis là, vous soyez créatif et drôle. Tu sais, vous dites, attention, ça s'en vient, attention, ça bouge, t'as intérêt à ouvrir. Maintenant, ouvre. Là, tu ouvres. Puis vous regardez la nourriture. Je vois vos regards un peu dubitatifs. J'ai rien bu. Ça va être long pour souper. Mais je vous propose ça parce que, un, je l'ai fait. Deux, c'est vraiment très drôle. Puis trois, c'est vraiment assez, comment je pourrais dire, surprenant. Vous allez tous sentir ce que j'essaye de vous montrer, là, la distanciation par rapport à tout ça. Puis quand la nourriture arrive, tu la mets dans la bouche, puis là, tu t'amuses un peu mentalement à dire, c'est incroyable. Hein? Mâche, mon ami. Mâche un peu plus longtemps. Continue. Quel drôle de truc, quand même. Mastiquer, c'est weird, ce truc. Tu sais. Pourquoi mettre ça dans les dents? Puis la langue, elle fait quoi, là? Hey, langue, elle va pas sous les dents, là. Reste tranquille, toi, tu sais. Juste pour sentir ce qui se passe. Puis après, tu dis, oh boy, c'est basé. OK. Puis là, vous méditez. Puis, non, j'exagère. On s'arrête là d'habitude, OK? Pas besoin d'aller plus loin. Mais l'intérêt de ça, je vous assure, c'est vraiment intéressant. Parce que c'est comme, tu sens que, hey, c'est magnifique ce corps. C'est incroyable comment. Moi, j'ai toujours été fasciné par la fonction du corps. Tu sais, j'essaie pas de comprendre qui a inventé ça, puis comment est-ce que ça a été conçu en usine ou
sais, les cils, les sourcils, c'est fascinant, hein, tout a un but. Je comprends pas le but des poids dans les oreilles, mais ça, apparemment, il y en a. Tu sais, tout est vraiment bien fait dans le corps. Mais de prendre une distance. Ça, c'est mon corps, mais je suis pas un corps. Et moi, je suis une âme, je suis dans un corps. Et quand vous aurez fait ce genre d'exercice un peu ludique, puis un peu farfelu, vous allez voir, après, dites-vous, je suis une âme dans un corps. Ben, tout à coup, ça va être plus... on va mieux le sentir. Et le sentiment d'être détaché du corps, c'est vraiment fabuleux. C'est aussi intéressant que, je veux dire, c'est comme si on peut enlever nos vêtements. Puis quand tu étais dans des soirées guindées avec des talons hauts, enfin moi je l'aimais pas là, mais ceux qui ont des talons hauts ou des chaussures, tu sais, que tu mets une fois par an, qui te font super mal toute la soirée, un pantalon que tu as acheté il y a 10 ans, puis même trop serré, la chemise, tu sais, puis tu arrives le soir à la maison, qu'est-ce que tu fais? Hey, t'as hâte d'enlever ça, non? Ben moi, la conscience d'âme, c'est pareil. C'est exactement ça. C'est, hey, je peux-tu enlever un peu là, toute la lourdeur de cette réalité, puis de redevenir léger. Et c'est une expérience fabuleuse d'être là, au centre du front, avec tout à coup un sentiment d'être léger, d'être clair, puis d'être tout à coup plus en possession de ses moyens. L'autre image qui me venait aujourd'hui, c'était celui du chef d'orchestre. La méditation qu'on propose s'appelle le Raja Yoga. Donc c'est une méditation pour redevenir Raja. Et le Raja, c'est le maître, le roi. Et une très belle expérience, c'est le chef d'orchestre. Est-ce qu'il y en a qui savent à quoi ça sert un chef d'orchestre? Est-ce qu'il y en a qui pensent que ça sert à rien? Puis qui fait juste, en fait, son fitness, lui, il s'amuse à faire son cardio devant tout le monde. Puis qu'en fait... Quelqu'un qui fait une fausse note, il le sait, lui, tout de suite. Mais pensez-vous que lui, il peut faire des fausses notes à des gens s'il fait le mauvais geste? Et moi, je ne savais pas ça, et j'ai découvert ça dans un documentaire où ils essayaient de faire qu'un joueur de rock and roll punk devienne chef d'orchestre, donc il donnait un training très très rapide. Puis le jeune, à un moment donné, il arrive devant un orchestre, puis bon, on lui a montré un peu, mais lui, il est encore sous l'idée que tu fais ça, puis ils ont qu'à lire leur partition puis jouer. Puis à un moment donné, il fait ça, puis là, l'orchestre déraille complètement. Ça puis wow. Mais il ne se rendait pas compte qu'en fait, eux, ils suivent le chef d'orchestre. Si vous regardez un chef d'orchestre, il est très technique et il tient l'orchestre comme ça et il donne toutes les nuances. Et nous, on a l'air qui s'énerve. Puis pour être bon chef d'orchestre, moi, je me suis toujours dit, il faut avoir des cheveux longs. Puis tu fais ça, là. Puis là, tu joues, puis tu as une baguette. Puis moi, je vous jure, demandé à ma mère, quand j'avais 5 ans, mon jeu favori, c'était d'être sur mon lit. Puis j'écoutais Tchaïkovski, c'était mon favori. Puis je connaissais par cœur les concertos, les symphonies de Tchaïkovski. Puis je les dirigeais en chef d'orchestre. Puis ça, c'est mon gros truc. J'adorais faire ça. Et je jouais chef d'orchestre sur mon lit. Puis des fois, après ma mère revenait, parce qu'elle m'avait dit de me coucher. Puis là, je fermais tout, je me remettais dans le lit. T'as encore joué ta musique? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Elle repartait, je remettais la musique, puis je faisais ça. Je sais pas pourquoi, j'étais comme ça, j'adorais ça, faire le chef d'orchestre. Et je connaissais vraiment très bien, puis après, je jouais avec ça. Mais un jour, récemment, je me suis dit, mais en fait, la méditation, c'est ça. C'est que tu es le chef d'orchestre, puis là, tu dis à tes sentiments, ok, on se calme, on se calme, on se calme. Mollo, on se calme. L'esprit qui a plein de pensées, tranquille, tranquille, tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. T'inquiétude? Non, non, tu te pas t'inquiète. Ok, là, on commence. Je suis heureux. Ok, je suis heureux. Ok, le bonheur. Chut, la paix. Ok, l'amour. C'est vraiment ça. Méditation, c'est ça. C'est de gérer tout ce qu'on a à l'intérieur, puis d'en être le maître, puis regarde, on peut-tu jouer avec ça? Et là, par exemple, on peut jouer. Vous dites, si jamais vous avez une situation qui était désagréable aujourd'hui ou cette semaine, tu fais le tambour là derrière, le tonnerre, ok, c'est la colère, ok. Tu la fais sortir, tu dis, t'es là, regarde ce que je vais t'amener, les violons, allez, les violons. Puis là, tu recrées une belle symphonie. La colère a sa place, elle est là, mais elle est dans un orchestre. Et là, on remet tout en perspective.
Bon, c'est assez flyé tout ça. C'est des images pour un peu illustrer la méditation. Le concept qu'on développe, c'est le détachement. Et c'est pour ça que je donnais tout ce que je pouvais comme référence, mais essayer de créer cette distance, ce détachement. Parce que seulement avec cette distance, qu'on a comme un désengagement émotif par rapport à la situation, par rapport à un être, par rapport à ce qu'on a vécu. Peu importe ce qui nous avait attachés, dès qu'on arrive à prendre une distance, il y a un désengagement émotif. Puis ce désengagement émotif, ce qu'il fait, c'est qu'il baisse les tensions. J'ai créé quelque chose. La cymbale vient d'arriver. OK. Le chef aussi a un détachement quand on y pense parce qu'il ne peut pas jouer de chaque histoire au même moment. Donc, ça prend nécessairement une distance. Je trouve que c'est une bonne image. Oui, non, le chef d'orchestre doit avoir cette vue d'ensemble. Puis en fait, je ne suis pas expert, hein, mais le chef d'orchestre, lui, il bat la mesure avant la note. Ce qui est drôlement compliqué à faire. Si vous le remarquez, un chef d'orchestre, il fait le geste et le son vient après. Il est toujours en avance. C'est quand même assez particulier. C'est très dur à faire. Et donc, la distanciation donne un désengagement émotif. Et le désengagement émotif fait que on va avoir une meilleure perception des choses. La seule chose qui va corrompre ou qui va déranger notre capacité à voir les choses telles qu'elles sont, c'est le bruit émotif. On a un biais émotif. Je peux dire, on est biaisé d'un point de vue émotif. Et souvent, ce qui se passe, c'est que parce qu'on a un attachement, donc on va avoir une affection particulière, on a une crainte particulière, on a une peur, on a une souffrance associée à un événement, ben cette émotion, des attentes, ouais. Tout ça va faire en sorte qu'il y ait une espèce de, c'est le mot que je cherchais, une distorsion. Tu sais, tout à l'heure dans la musique, belle musique, puis elle était belle cette musique, mais il y a une petite bébête qui est rentrée dans les 1 et les 0, là, puis corrompue, c'est une distorsion. Et combien de fois on analyse les situations, les discussions qu'on a eues, puis en fait, il y a eu de la distorsion, de la friture. Moi, quand je vois des fois des réunions qui virent au vinaigre, même au travail, ou même des dialogues, deux personnes, ça commence bien, puis à un moment donné, tu sais, ça vient de prendre le virage. Puis là, il y a vraiment de la friture, il y a une distorsion. Et là, c'est comme si tout à coup, tout le monde a une perception très aiguë, très pointue, très limitée. Non, t'as dit ça, non, ça, je sais bien que c'est ça que tu penses. Puis là, tout le monde est rendu à se lancer des couteaux. Tu dis, wow, qu'est-ce qui s'est passé? La gentillesse a pris le bord, l'amour a pris le bord, l'humour a pris le bord, l'amitié que ces gens peuvent même avoir les uns envers les autres a pris le bord. Qu'est-ce qui s'est passé? Mauvaise perception. L'intellect n'a plus la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est une capacité d'exprimer le vrai et le bon, peu importe la situation. C'est ça la sagesse. D'être capable de toujours trouver la bonne pensée, intelligente, bonne, même si tout va mal. C'est ça, on va dire, il est sage, lui. L'imbécile, tout va bien, puis il fait en sorte que ça aille mal. Ça, c'est un imbécile. Ça va bien, on va tout détruire. Ben, pauvre idiot, hein, non, pourquoi tu as fait ça? Alors que l'intelligence ou la sagesse va trouver la perle dans la boue, dans ce qui va mal. C'est une perspective. Et je reviens à cette équation du départ. Derrière chaque problème se cache une solution. Il y a une solution. C'est juste qu'on n'est pas capable de la voir. Et pour la voir, peut-être qu'au départ, il faut être capable de se détacher aussi. Alors, dans le processus, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir d'abord une notion qui nous amène à croire, à voir et à pouvoir. Ça, c'est vraiment la dynamique qu'on va essayer de créer. Qu'est-ce que je crois? Parce que la vision, ma perception, va être basée sur ma conscience, sur ce à quoi je crois. Si je ne crois pas que chaque individu est foncièrement bon,
ben, je ne verrai pas le bon chez chaque individu. Il faut que ma croyance soit vraiment forte. Si je crois que la personne a une mauvaise intention, puis qu'elle m'en veut, c'est une croyance, foncièrement. Je n'ai pas de preuve. Des fois, je ne vais même pas parler. Moi, j'aime bien, j'ai vu un film sur le tennis, moi je pense sur le tennis encore. Et puis, un être incarnait McEnroe dans le film. Puis McEnroe dit, comment il peut même dire ce qu'il a dit? Il m'a jamais parlé. Et puis en fait, j'ai appris ça que le film a été fait sans jamais qu'on parle au premier concerné, qui était un des personnages du film. Puis l'autre dit, comment il a pu présumer de ce que je pensais à ce moment-là, puis de pourquoi j'ai fait ça? Il m'a jamais parlé. Je trouvais ça quand même énorme. Je me dis, wow, ils ont fait tout le film sans jamais parler au personnage. Alors des fois, c'est comme ça, les gens ne se sont pas parlé, puis un présume que l'autre pense ceci, ou que l'autre voulait dire ceci. Pas ça du tout. C'est une forme de croyance, petite croyance. Donc ce que je crois, ben après je le vois. Si je crois que l'autre me veut du mal, la personne va faire ça, puis je non, je vais juste me gratter la tête. On voit ce qu'on croit. Et après, notre pouvoir est conséquent. Je vais agir en fonction de ce que j'ai vu puis de ce que je croyais. Donc croire, voir, pouvoir. Ça vient vraiment dans ce sens-là. Et donc, changer de perspective, voir autrement en méditation, va m'obliger à remettre en question c'est quoi mes pensées de base, c'est quoi mes principes de base. Est-ce que j'ai énoncé des bons principes de base que tout le monde mérite d'être aimé? Je donnais l'exemple à quelqu'un tout à l'heure. J'ai fait un reportage un jour sur les sans-abri. Je pense que j'en ai déjà parlé. Et je pensais avoir une vision respectueuse, convenable. Je donnais des sous, puis bon. Et là, j'ai travaillé avec une femme qui prenait des sans-abri en photo et qui travaille avec eux, qui vit avec eux, qui les connaît bien, etc. Puis là, j'ai passé quand même pas mal de temps à observer son travail, voir ce qu'elle fait, comment elle le fait, son rapport avec les autres. Et à un moment donné, on avait un personnage qu'on suivait, un jeune qui était abîmé, un toxicomane et tout et tout. Et lui, je pense que j'ai déjà raconté, on essaie de le filmer, il voulait pas être filmé trop, donc on était très loin avec un très bon caméraman, on était assez loin. Et puis on essaie de le filmer, puis bon, à un moment donné, on le filme, puis on voit qu'il essaye de passer son squeegee sur une belle Mercedes. Puis le gars là-dedans, là, il a ouvert la portière, puis écoute, on a failli se dire, oh, bon, il a failli vraiment le frapper, quoi. Puis le monsieur, il n'a vraiment pas apprécié que ce petit morceau de chiffon frotte son pare-brise. Et là, lui, le jeune, il dit, oh, on se calme, mon ami. Puis, en tout cas, après, on le trouve, puis on lui dit, hey, disons, t'as échappé belle. Et là, il se met à décrire, il s'appelle Steve, il se met à nous décrire comment lui, il pensait. Puis lui, il disait au monsieur, il dit, hey, c'est pas toi que j'ai touché, c'est ta voiture, t'es pas ta voiture. C'est un commentaire de méditation qu'il a proposé. Puis il dit, regarde, man, c'est juste ta voiture, c'est pas toi, je t'ai pas touché. Puis quand il a dit ça, moi j'avais envie de pleurer quand j'entendais ça en me disant, mais Eric, j'ai déjà été dans le même coin de rue, dans ma belle voiture propre, avoir un squeegee foncé sur moi comme si, non, je viens de laver ma voiture, touche pas. Puis de me dire, t'as rien vu, hein, t'as juste vu le squeegee, t'as juste vu l'éponge. Ah, t'es un être vivant avec un univers autour que t'as pas vu du tout. Et cette fille, Véronique, elle m'a appris vraiment elle m'a complètement, ça a été comme boum. Tu sais, je parle il y a 2 ans, je pense. Et je me dis maintenant, non. Et là, j'ai complètement changé mon rapport avec les gens que je rencontre dans la rue. J'en ai vu un tout à l'heure, puis tout éteint, tu sais, vraiment. Bon, je donne un peu de sous, puis après, je me mets à lui parler, puis écoutez, c'était comme de voir un lever de soleil. De vraiment, je vous jure, ses yeux, là, tu sais, je lui parle, puis je dis, puis t'as pas trop froid, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, as-tu un endroit ce soir? Puis ensuite, je me mets à jaser un peu, pas longtemps. Puis c'est juste, cette fille-là, elle m'a dit, c'est pas le $2 qui est important, c'est l'humanisation
qui est importante. Puis ça, je me disais, pourtant, je devrais savoir ça. Ben non. Et là, le fait de parler à cet individu tout à l'heure, j'ai vraiment vu un lever de soleil. Il était comme ça, puis là, il était comme ça, puis après, il me regardait. Au début, son œil était terne, puis après, j'ai vu qu'il y a eu ça. Puis moi, mon but, c'était juste de le faire sourire, juste qu'on ait un moment de sourire, parce que je sais que c'est important. Puis si j'ai quelque chose à apporter à quelqu'un, c'était pas le peu que j'ai mis dans la casquette, c'était fais sourire quelqu'un, donne-lui un petit moment, parce qu'on m'a fait comprendre que pour eux, ben, ça va rester, c'est ça qu'on peut offrir à quelqu'un. Et pour moi, ça venait d'une autre vision des gens, de mieux comprendre comment la réalité de ces gens est pas ce que j'ai présumé, puis d'échapper à la mienne, me détacher de moi pour être plus avec la réalité des autres. Ça, c'est juste un exemple, mais c'est toute une question de perspective. Et une fois qu'on le voit, parce qu'on a réfléchi, puis nos pensées ont changé, nos croyances ont changé, chaque être est humain, noble. Puis c'est ça qu'il faut redonner à chaque être humain. Ben maintenant, mes pouvoirs sont très différents. Ce que je peux faire est très différent. Et je suis conscient de ce que ça peut faire. Alors, l'idée, c'est que quand on a cette transformation de notre croyance, du croire, le voir, le pouvoir change. Et on arrive à trouver une autre façon d'être dans notre processus. Et moi, je me dis que tout ce qu'on vit dans notre vie, c'est une provocation au chef d'orchestre pour dire « Hey, es-tu capable de gérer ça? » Imaginez, je sais pas, les gars de la cymbale qui, un beau matin, arrivent dans le concert, et puis lui, il a décidé « Tiens, on me respecte pas, m'attends mettre la cymbale à tous les moments. » L'adagio, là, puis lui, oups. Tu fais quoi avec ton... Je sais même pas comment on appelle ça, un cymbaliste? C'est quoi C'est un percussionniste. Merci. Non, je plaisante, un cymbaliste. Comment on gère ça? Question de perspective. Peut-être qu'il a besoin d'attention. Il faut juste dire, OK, on va se parler. C'est pas il y a une solution derrière ça. Alors, je pense que c'est l'invitation de se dire, la méditation, c'est on prend une distance. On recule un petit peu, on met les choses en perspective. Puis là, on retrouve après une connexion avec ses meilleures pensées, avec des croyances qui sont beaucoup plus belles. Repenser, c'est quoi mon fondement dans la situation? C'est quoi mes principes de base? OK, l'autre a tort, fine. Je ne réponds pas à la violence par la violence. Ça, c'est mon principe. Je ne réponds pas à la colère par la colère. Ça, c'est mon principe. Je donne du respect à toute personne, quelle qu'elle soit, peu importe son comportement. Par contre, je me donne un respect de soi très fort. Je me construis une carapace extrêmement forte. Et si je suis dans une zone dangereuse, je mets une veste par balle. J'y vais pas juste comme ça. Puis je mets mon petit casque de... les trucs verts, là, puis je sors ma lance. Et j'y vais pas juste comme ça, vulnérable. J'ai un respect de moi, j'ai un respect de ça. Mais je respecte, je suis pas violent, je remets les principes en place en méditation. Et là, je retrouve mes forces, je retrouve une perspective qui est bonne, qui est saine. Et après, je me dis, là, je suis une âme puissante, je suis une âme pure, je suis une âme bienveillante, je suis une âme capable, je suis capable de tout affronter. J'ai des ressources insoupçonnées en moi et je les invoque. On se parle comme ça, c'est une belle affirmation positive. Une fois la méditation terminée, tu te sens comme, OK, je suis prêt. Qu'est-ce que tu voulais, toi? C'est quoi ton problème? Il n'y a pas de problème. C'est une transformation, mais ça vient avec l'exercice de pensée. Puis ça commence avec la fourchette qui arrive et je vois le riz rentrer dans ma bouche. Et voilà, il faut travailler tout ça. Bon, il est 8h10, il faut que j'aille prendre mes pilules, sinon ça va très mal aller. Juste avant d'oublier, samedi, donc le 24, c'est samedi qui vient, de 2h à 16h30 pour les femmes. C'est un atelier spécialement conçu pour les femmes avec Anne-Christelle et Tania. Et ils vont parler d'inspérience.
J'aime bien ce thème, pas l'expérience, mais l'inspérience. Et vendredi soir, ceux qui veulent continuer le délire collectif en anglais, j'anime une soirée Dance of the Mind en anglais. Si vous n'avez pas fait les 2 premières leçons de danse, aucun problème. C'est une danse tellement folle que 3e leçon, ça marche très bien. Et ça, c'est vendredi soir, 3-2-3. Est-ce que ça va? Il y a des inquiétudes profondes, des questionnements? Non? Vous allez revenir? Je ne vous ai pas découragé. Alors, on médite ensemble quelques minutes. Je vais faire ça plus sobre que les sauts au trampoline, puis la fenêtre qui arrive, la fourchette qui arrive dans le nez, enfin dans la bouche, je veux dire. On commence par bien respirer, détendre le corps physiquement, juste apprécier combien, juste avec quelques pensées, on peut propager dans le corps physique tout entier une énergie puissante. On peut même imaginer qu'à partir du centre du front, tout un courant de lumière se propage dans le corps tout entier. Comme si une lumière remplissait toutes les parties du corps. Un moment de détente parfait. Je donne un cadeau à mon corps. Me libérer de toutes les tensions. Et même les muscles du visage. Je détends complètement tous les muscles. Et à chaque respiration, j'apprécie le courant de la vie qui habite le corps. Et quand le corps devient complètement détendu, je reprends conscience de cette énergie pure qui est là, au centre du front. Une source de lumière. Et je laisse mes pensées suivre le courant, une pensée à la fois. Et je sélectionne mes pensées afin que chaque pensée devienne pure, bienveillante, positive. Et tout en étant conscient du corps, conscience, je pense. Mais je ne suis pas le corps. Et je visualise cette étoile de lumière qui brille. Toute petite étoile, je me détache. Je suis une conscience. Je pense. Mais je ne suis pas le corps. Et
Et je visualise cette étoile de lumière qui brille. Toute petite étoile. Et j'aime cette pensée qui me dit que je suis une âme en paix. Que je suis un être de lumière, un être de paix. Et c'est une paix qui me guérit. Une paix qui efface le mal. C'est une paix qui me donne beaucoup de force, beaucoup de puissance. C'est une paix qui me protège. Et quand cette paix est en moi, c'est comme si elle devenait un bouclier. Plus rien ne peut m'atteindre. Dans l'expérience d'être une âme, je vois le corps, je vois le monde, mais je me vois aussi tel quel, comme une conscience. Et c'est moi l'âme qui devient capable de maîtriser à nouveau mes pensées, mes sentiments et mes actions. Alors je m'imprègne de cette paix. Je ressens la paix au cœur même de mes pensées. Chaque pensée est une pensée qui émane cette vibration de paix. Et mon sentiment est un sentiment de paix. Et quand je serai en interaction de nouveau, j'essaierai de maintenir cette énergie de paix. Pour qu'elle soit toujours avec moi, toujours là, pas très loin. Comme une aura de paix.
Ok. Alors, je souhaite de belles expériences tout au long de la semaine, devant les miroirs, à table. Puis, non, mais si vous avez le courage de les faire, on pourra s'en parler la semaine prochaine. Lucie, tu as une... Je vais ajouter la partie numéro 1 du vendredi soir, c'est sur YouTube. Ah oui, la partie numéro 1 et 2. Ah ben oui, tu es dans le programme du vendredi soir? Oui, ceux qui veulent attraper les premières leçons de danse 1 et 2 et venir vendredi soir, ben, les 2 premières leçons sont sur YouTube. 7 heures, on va dire. Alors, bonne semaine, bonne expérience et puis au plaisir de se revoir très bientôt.